Salut à tous, c'est Lulink Gentleman. J'ai effectivement peut-être perdu quelques poils. Bienvenue dans ce retour sur l'épisode 10, enfin, de la saison 6 de Game of Thrones. Alors, cet épisode s'appelle Winds of Winter, donc les vents de l'hiver. Il fait plus d'une heure, donc je pense qu'on va avoir droit à pas mal de personnages, à un catalogue un peu plutôt exhaustif qui va venir clore un petit peu toutes les intrigues qui n'ont pas été closes, qu'on va voir enfin le procès de Cersei, et vu le titre de l'épisode, je m'attends à effectivement que la dernière scène de l'épisode, donc la dernière scène de la saison, ce soit les marcheurs blancs qui approchent du mur. Je peux me tromper, mais en tout cas c'est à ça que je m'attends. J'avais déjà fait mes prédictions à la fin de l'épisode précédent, donc je vais pas m'étaler en palabres inutiles dans cette intro. Passons direct au visionnage. Ah non, apparemment on verra Arya, je viens de percuter. Dommage. Arrêtez de montrer Dorne dans ce générique, putain, on le voit jamais. On la voit jamais, cette ville. On l'a vue qu'une fois dans cette saison. Arrêtez de la montrer dans le générique. C'est ridicule. Ridicule. J'ai le même motif que le mur maintenant. Si elle fait péter la pièce, j'ai hâte de voir comment Marjorie va s'en sortir. Parce que son intrigue à elle, elle est pas finie, hein. Toi, je pense que c'est l'épisode où tu meurs. Je ne marierai pas, ni n'engendrerai d'enfants. Du tout. Ils vont lui graver un truc sur le front, là. Ouais. Je suis en retard pour le procès. Donc c'est à ça que sert la montagne. Il va être buté par un enfant. Par plein d'enfants. Du coup, c'est même pas Cersei qui va tuer Pycelle elle-même. De toute façon, il pourra pas tout éteindre. Hein. Donc Marjorie est morte. Vous ne mourrez pas aujourd'hui. Mes regrets, Votre Majesté. Mes regrets. Un petit peu court, jeune homme. Ah. Non, c'est pas mon type. Pas assez blond, peut-être? C'est gratuit, ça. Savez-vous? Brûlez-le. Et enterrez ses cendres où se trouvait le septuaire. Des cendres sous des cendres. Idée originale. Ah. Quand même. Ne pourrait-on dire que la vie est contraire aux règles? Je pense pas que ça fonctionnera à ça, monsieur. En attendant, vous pouvez disposer de la bibliothèque. Suivez-moi. Ah si, ça marche. D'accord. Ne pleure pas, c'est des livres. Hein. Votre maître est maléfique! Nous sommes ici dans cette pièce grâce à lui. Jon Snow est en vie Ouais, parce que le maître l'a voulu. d'accord. J'aimais cet enfant. Si jamais vous reveniez par ici, je jure que vous mourrez de ma main. Vous avez une tête de petit garçon colérique. Ne vous avisez pas de me dire ce dont j'ai besoin. Pardonnez à ma sœur. Ce qui lui fait défaut en diplomatie, elle Par le compense. pitié, ma petite, taisez-vous. Et vous avez quelque chose à dire, vous? Non?
Laissez donc parler les femmes mûres. Tu ne viendras pas avec nous. C'est une nouvelle tactique. Pardon. Tu l'auras, ce trône que tu désires si ardemment, j'en suis certain. Je te souhaite qu'il t'apporte. J'espère que non. Tyrion Lannister. Je vous nomme main de la reine. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus. Si? Si. Et j'ai rien dit. Tu n'es pas l'une des miennes, si? Non, messire. C'est ce que je me disais. Ah ouais. Ah. Donc t'as gardé les masques. Ouais, c'est là que ça va être moins drôle. Bon, bah ça a été beaucoup plus facile que ce que je croyais. Pas normal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est moche. Ah, c'est chaud. Allez, dis quelque chose, toi. Ah. Le sang de Ned Stark coule dans ses veines. Il sera mon roi. Bah non, du Dès coup. maintenant et jusqu'à Enfin, sa tu le sais pas, mais dernière non, du coup. Le roi du Nord! Ah, bah voilà. Il prépare sa revanche. Fais gaffe. Fais gaffe. Ah bah oui, du coup, toi, t'étais pas au courant. Allez, surprise. Ah, t'as fini main, toi. Logique. Il y a déjà des dragons sur les bateaux. Sur les bateaux construits par les Fernets, donc hein, on est d'accord. Non, c'est un bateau Targaryen, celui-là. Ouais. Ok. Ah oui, quand même, elle a ramené les deux autres. Oui. Quand même. Minimum. D'accord, donc il y a la flotte dornienne qui est ajoutée à tout ça. Ah, ça a été un petit peu... comment dire, fait à la hâte, cette partie de l'histoire. Mais bon, soit. Bon, ça se termine par Daenerys qui fait voile vers Westeros. Voilà, comme prévu à la fin de l'épisode précédent. Bon, ça promet du coup pour la suite. Ça va chier les enfants. Ça va chier. Bien, donc c'est parti pour le débrief de ce très long épisode 10 de la saison 6 qui s'appelle The Winds of Winter, qui dure 1h08, c'est le plus long épisode de Game of Thrones sorti à ce jour, et il est réparti de la manière suivante. 21 grosses minutes pour démarrer à Port-Réal, suivi de 3 minutes 30 chez les Frey, un retour éclair, on va dire, le temps d'1 minute à Port-Réal, le temps que Cersei pleure la mort de son fils. Ensuite, 4 minutes 30 avec Sam et Ver. Yes, on a Sam et Ver dans l'épisode. 7 minutes à Winterfell, 1 minute 30 à Dorne. C'est... D'accord. 7 minutes avec Daenerys, 2 minutes chez les Frey, 3 minutes à Winterfell, 4 minutes 30 avec Bran, 5 minutes à Winterfell, 2 minutes 30 à Port-Réal et 2 minutes 30 avec Daenerys. Il y a du boulot. En cumulé, donc ça donne un total de 24 minutes 30 pour Port-Réal, c'est énorme, c'est environ 40% de l'épisode, donc c'est un gros tiers, mais en même temps avec 21 minutes dès le début et l'épisode qui prend son temps pour bien montrer tous les enjeux avec la musique et tout, donc c'est normal que ça prenne autant de temps, c'est cool même, franchement toute la partie à Port-Réal était cool, mais on va y venir. Donc on a 24 minutes 30 à Port-Réal, la deuxième plus grosse section je crois que c'est Winterfell avec 15 minutes, donc c'est environ un cinquième de l'épisode. Ensuite il y a Daenerys avec 9 minutes 30, les Frey avec 5 minutes 30, Sam et Ver et Bran qui sont à égalité avec 4 minutes 30 chacun, et puis Dorne, on voit 1 minute 30, c'est à la limite du foutage de gueule. Franchement, fallait pas utiliser votre budget pour ça les enfants, ça ne sert à rien. Vous l'avez compris, c'est donc un épisode extrêmement dense, un petit peu trop même d'ailleurs, je pense qu'il aurait pu y avoir des séquences qui pouvaient être
enlevé de cet épisode et mis dans d'autres. Notamment la séquence avec Arya, on va en parler, qui aurait pu être mise dans le premier épisode de la saison 7, parce que la fin de l'intrigue d'Arya telle qu'elle était déjà maintenant, c'était suffisant. La partie de Bran également était assez dispensable. Du coup ça nous donne un épisode assez schizophrène, parce que pendant les 21 premières minutes, il prend son temps, on pourrait dire entre guillemets, il perd du temps, parce qu'il y a des scènes qui en gros ne servent à rien. On prend le temps de voir ce qui arrive à Loras par exemple, alors que, bon, ça sert pas forcément à grand chose puisqu'après il meurt comme les autres, mais voilà, c'est intéressant en termes d'ambiance, ça pose le ton, l'épisode prend le temps, et après ces 21 minutes là, il part en mode mitraillette, et il n'y a pas une séquence plus longue que 7 minutes, on passe d'un endroit à l'autre de Westeros, enfin c'est bordélique, c'est un peu violent comme mot bordélique, mais le rythme est beaucoup plus soutenu que dans la première partie, et du coup ça donne un épisode un peu étrange, qui joue un peu sur deux rythmes, c'est assez chelou. Bref, vous l'avez compris, on a énormément de choses à voir, j'ai 12 points sur ma feuille, donc on va y aller assez vite, parce que j'ai faim. On commence donc par Port-Réal avec la mort de tous les ennemis de Cersei en une seule partie d'épisode. C'est assez ouf, enfin presque tous, parce qu'il reste encore celle qui lui criait infamie, là, pendant qu'elle faisait sa marche de la honte, mais bon, elle n'est pas non plus en position de lui causer du tort, parce que c'est Cersei qui l'a enfermée, donc... Voilà, en gros, tous les ennemis de Cersei ont été mis hors d'état de nuire. Ah non, il reste Lady Olenna quand même. Mais sinon, à part ça, elle a réussi à tous les réunir au même endroit et foutre le feu grégeois dans l'endroit et se séparer de tous, y compris Marjorie, qui est quand même un personnage qui pour moi n'avait pas fini son intrigue. Elle aurait pu encore comploter pour s'en sortir et tout, mais non. Les scénaristes ont choisi de faire mourir Marjorie, parce que je serais très étonné qu'elle s'en sorte. Si elle s'en sort dans la prochaine saison, je crie au bullshit, parce que non, là elle est brûlée, elle est morte, il n'y a pas de « Oh mais non, j'ai pris un bouclier hors champ pour le mettre dessus, et du coup c'est le bouclier qui a brûlé. » Non, tu es morte, Marjorie, tu es décédée. Point. Du coup, on peut peut-être en parler vite fait de sa mort, parce que je ne l'ai pas mis sur ma feuille, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même, de l'ironie de sa mort. Elle a passé sa vie à essayer de s'adapter à Port-Réal, à accepter qu'il lui arrive des tas de trucs, à parler un double langage et tout, et au final, c'est ça qui l'a tuée. Parce que c'est le fait qu'elle se soit finalement liée d'amitié avec le grand moineau qui fait qu'elle était là dans la pièce et qu'elle a brûlé avec les autres. Donc finalement, c'est sa capacité d'adaptation qui a causé sa perte, alors que c'est ce qui a sauvé Sansa par exemple. Donc c'est intéressant de voir que selon les personnes, les tactiques ne fonctionnent pas, et puis voilà, c'est un peu l'ironie, elle est morte en faisant la faux cul. Alors que c'était ce qui définissait son personnage, donc c'est ironique. Il y a la mort de Pycelle aussi qui a lieu un petit peu avant l'explosion du feu grégeois, où il se fait buter par les moineaux, les petits oiseaux. Oui non, c'est pas les moineaux, c'est les petits oiseaux. Les moineaux c'est les autres. Les moineaux ils sont morts, maintenant ils sont grillés. Les petits oiseaux de Qyburn maintenant, ils sont passés du stade de simple espion à celui de... on va dire de ninja, d'assassin, de tueurs à gages. C'est ça, c'est des tueurs à gages. On leur a demandé de tuer telle cible, c'est des hitman. D'un coup, ça devient beaucoup plus grave d'être un petit oiseau à Port-Réal, c'est chaud. Je m'attendais à ce que ce soit Cersei qui tue elle-même Pycelle, parce qu'elle le déteste depuis
la toute première saison, il me semble, elle le trouve absolument dégoûtant, dépravé, stupide, moche, vieux, enfin elle a pas de mots assez durs pour le décrire, mais c'est pas elle qui s'en est occupée personnellement, j'aurais cru qu'elle se serait fait ce petit kiff. Mais non, elle a préféré réserver sa haine personnalisée à cette femme là, je sais pas comment elle s'appelle, qui l'a suivi en disant infamie pendant la marche de la honte. Et puis bon, faut quand même mentionner le point important quand on parle de toute cette partie à Port-Réal, c'est que la réa est ouf. La réalisation de toute cette première partie d'épisode est magnifique. C'est probablement la séquence la plus intéressante et la mieux filmée et la plus émouvante de toute la saison, peut-être en deuxième. On va mettre la mort de Hodor en premier, mais sinon, waouh, je suis sur le cul. Enfin, rien que cette séquence-là est au-dessus de la bataille des bâtards qu'on a eue la fois précédente. Waouh, c'est chaud. C'est le même réalisateur, je crois, qui a fait les épisodes 9 et 10, ça se voit. On est monté un cran en qualité, là. Là, c'est plus pareil. Le rythme est ouf, la lumière est ouf, la musique est ouf. La musique, celle qu'ils ont composée là spécialement pour l'occasion, waouh. Non, tout est excellent dans cette séquence et je pense qu'il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à améliorer. Tout est génial. La mort de tous ces personnages amène également à la mort de Tommen qui se suicide et là c'est pareil. La réalisation est géniale de simplicité. C'est-à-dire que tu vois la fenêtre dans le cadre, bon c'est normal parce qu'il regarde la fenêtre, après il s'éloigne de la fenêtre, alors tu t'attends à ce que la caméra coupe et amène à autre chose, mais non, elle reste un petit peu, longtemps, là tu commences à te poser des questions, pourquoi est-ce qu'il continue à filmer la fenêtre, t'entends les bruits de pas au loin de Tommen qui revient dans le cadre, tu entends les bruits de pas avant qu'il soit dans le cadre, et là tu commences déjà à comprendre, et après ça se fait assez vite, il monte sur la fenêtre, il se laisse tomber, pas un mot, pas un bruit, pas une note de musique. Génial. Et du coup ça atteint émotionnellement énormément Cersei parce que bah tu peux pas avoir une victoire totale hein, dans Game of Thrones, ça n'arrive jamais, et si ça arrivait ce serait dommage. Donc là on a la victoire de Cersei qui reprend le contrôle de Port-Réal, mais ça lui coûte son fils, ce qui est quand même un lourd tribut à payer. Et du coup maintenant tous les enfants de Cersei sont morts, comme ce qui était prévu dans la prophétie qu'on a eue dans le premier épisode de la saison 5. Tout retombe sur ses pieds. Du coup c'est Cersei qui est couronnée reine de Port-Réal et donc reine du trône de fer, reine des 7 couronnes. Alors que ben moi j'aurais dit que ça aurait été plutôt rôle, à Jaime de prendre ce rôle. Pourquoi c'est pas lui qui est couronné? Il est pas en disgrâce aux yeux de la couronne, il me semble. Il a tué le roi précédent, mais ça ne l'a pas empêché d'être main du roi, et je piche pas bien pourquoi il n'est pas roi des 7 couronnes. Mais bon, c'est Cersei qui prend le contrôle et qui est tout aussi folle que le roi fou, donc ça promet. Super! Jaime est présent d'ailleurs pour le couronnement, il est rentré de Vivzeg à temps pour y assister, d'ailleurs il voit les dégâts au loin en arrivant, et quand il comprend que c'est du fait de Cersei, tu sens bien qu'il est pas bien. Parce que là en ce moment dans la tête de Jaime il y a quand même un gros dilemme, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison, il l'a fait pour Cersei, pour retrouver Cersei, pour être avec Cersei, même depuis plus longtemps que ça. C'est pour ça qu'il est allé à Dorne aussi. Tout ce qu'il fait, il le fait pour elle. Et là, il est en train de se rendre compte qu'elle a complètement pété un câble et qu'elle est devenue dangereuse, aussi dangereuse que Rhaegar Targaryen quand il était le roi fou. Et donc, comme c'est lui, Jaime, qui a tué le roi fou, et ben, il se dit qu'éthiquement, il devrait faire la même chose et tuer la nouvelle reine folle dans l'intérêt de Port-Réal. Sauf que là, la reine folle, c'est Cersei, c'est sa sœur. Donc,
il est pas bien là en ce moment, Jamie, et je suis impatient de voir quelle décision il va prendre. À mon avis, ce sera la même décision que celle qu'il a prise avec Rhaegar Targaryen, et ça va être lui qui va buter Cersei. Du coup, Cersei va enfin mourir, putain! Ah, depuis le temps que j'attends ça! Moi je croyais qu'elle allait mourir dans la saison 5, et ça fait 2 saisons là qu'elle est en trop. Butez-la, merde! Et du coup, Cersei est quand même reine d'une ville qui la déteste. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui l'aime dans la ville, à part Qyburn, la montagne et les petits oiseaux, et Jaime. Mais c'est pas suffisant! Il pourrait y avoir un soulèvement populaire à Port-Réal, surtout du fait de la mort du Grand Moineau, qui avait quand même un capital charisme assez élevé au niveau de la population. On peut s'attendre à ce que les citoyens de Port-Réal soient pas super contents, parce que à mon avis ils sont tout à fait conscients que c'est Cersei qui les a fait brûler. Donc ouais, je pense que elle est pas non plus dans une position confortable. Elle est en position de pouvoir, mais pas vraiment en fait. Puisque je parle de Jaime, on va peut-être parler de ce qui s'est passé chez les Frey. Donc dans l'épisode, il y a 2 scènes chez les Frey. Une première où on voit Jaime et comment il s'appelle, Walder Frey discuter ensemble. On voit qu'il y a un peu une rivalité entre eux, que Walder Frey il se prend pas pour de la merde, et il se dit ouais bon moi j'ai survécu et tout, je m'en sors bien, je suis pas un combattant mais je suis un conquérant quand même. Et puis Jaime qui le remet à sa place et qui fait oh non, les conquérants c'est nous, et vous êtes des parasites et vous vivez bien grâce à ça. On vous a confié une mission, c'était de tenir un château, et vous êtes même pas capable de le faire. À chaque fois il faut qu'on revienne Enfin, si à chaque fois il faut qu'on se redéplace pour le reprendre, vous nous servez à rien. Donc là, calmé direct Walder Frey. On apprend également qu'Edmure a été réenfermé. Bon, voilà. J'espère qu'on n'aura pas besoin de lui dans les saisons futures, parce que je n'aime pas ce mec, il n'a pas de charisme, il n'a pas d'intérêt, et je veux pas qu'il prenne de l'importance, s'il vous plaît. Et puis il y a un petit peu une scène de discussion aussi avec Bronn, où Bronn lui dit « Oh là là, vous êtes vraiment chanceux, toutes les femmes vous regardent ». Et là en fait c'était une manière un petit peu subtile de l'épisode d'attirer notre attention sur un personnage féminin qui regardait fixement Jaime. Et un peu plus tard dans l'épisode, ce personnage féminin va assassiner Walder Frey, et il sera révélé qu'en fait c'est Arya. Il ne me semble pas que Jaime soit sur la liste d'Arya. Ça n'empêchera pas de le tuer si elle le croise, hein. On va être clair direct. Mais voilà, elle a préféré tuer Walder Frey, et a raison d'ailleurs. Il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent quand même avec ce passage avec Arya, et je pense qu'il faut qu'on en parle. Déjà, d'après moi, il aurait dû arriver en saison 7, parce que on aurait eu l'intrigue d'Arya qui aurait été terminée à la fin de la saison 6, ça aurait été son intrigue de Dorne, et puis après, on aurait même pu ouvrir la saison 7 avec cette scène-là, pourquoi pas, de Arya qui tue Walder Frey, qui fait « Coucou, je suis arrivé à Westeros, et je suis là pour botter des culs ». Au lieu de ça, ils nous ont fait un mix un peu bizarre, et donc l'intrigue d'Arya se clôt sur une ouverture de sa prochaine intrigue. J'avais parlé de ça dans l'épisode précédent ou dans l'épisode d'avant. Je voulais pas que ça arrive, et ils l'ont fait quand même. Bon, en même temps, ça permet de pas payer l'acteur qui fait Walder Frey pour la saison 7. Et bon, ils vont peut-être avoir besoin de beaucoup d'argent pour la saison 7, alors bon, mettons, allez, je pardonne. Ce qui me chiffonne un peu plus, c'est qu'Arya est un visage qui n'est pas le sien, parce que, moi de ce que j'avais compris de toute l'intrigue d'Arya, c'est qu'elle était partie avec juste un entraînement physique. Elle n'était pas devenue une sans visage, elle a raté son épreuve. C'était normal qu'elle rate son épreuve, parce que ça lui permettait de s'accomplir en tant que personnage, mais du coup elle est pas un sans visage, elle n'a pas le droit d'utiliser les masques dans la salle des masques. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors au final ça m'arrange, parce que justement je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir comme ça un personnage qui pouvait prendre n'importe quel visage et surprendre, parce que tu peux faire n'importe quoi à ce moment-là au niveau de la réalisation, hein. Donc ça me plaît qu'Arya
puisse se servir des visages autant qu'elle veut. Mais c'est pas raccord avec tout ce qui a été expliqué dans la saison, ce qui fait qu'en fait, l'épisode 7 avec la fin de l'intrigue d'Arya, il est vraiment nul parce qu'il ne veut pas dire ce qu'il veut vraiment dire. C'est n'importe quoi. L'intrigue d'Arya a été bâclée et c'est vraiment triste parce que moi je m'étais attaché à cette intrigue. Et je pense que beaucoup de téléspectateurs aussi. Je dois pas être le seul à trouver qu'Arya est l'un des personnages les plus intéressants de Game of Thrones. Je serais très étonné de ce fait. On passe à Sam et Vert et ça va être assez rapide. Sam et Vert arrivent à Villevieille. Ou Vieilleville? Non, c'est Villevieille, je crois. Je suis pas sûr. Bref, ils arrivent à... Je pense que c'est Villevieille, donc je vais dire Villevieille. On a tout un panoramique assez grandiose avec de la musique symphonique et tout quand Sam met enfin les pieds dans ce lieu de culture qu'il voulait visiter depuis qu'il était tout petit. Et voilà, en fait. On a vu la structure qui est dans le générique de la série. C'est ça qui est pendu au plafond dans la bibliothèque. Symboliquement, je pense pas que ça veuille dire grand chose. À moins qu'il nous fasse un truc du genre « Eh hey, en fait, la série Game of Thrones, c'est une série qui est racontée par un maître dans la bibliothèque de Villevieille. Et c'est pour ça qu'on a pour ça qu'on a une mouche qui gueule. C'est pour ça qu'on a cette structure-là dans le générique. C'est parce qu'en fait, toute l'histoire, elle vous est racontée du point de vue d'un maître dans Villevieille. Mais là, je pense que c'est moi qui fais de la surinterprétation. On passe à Winterfell et j'ai pas mal de trucs à dire sur Winterfell. Je crois que j'ai 4 points. Ouais, j'ai 4 points. Le premier d'entre eux, c'est la confrontation entre Davos et Mélisandre, que j'avais prévu dans l'épisode précédent. Sauf que Davos ne tue pas Mélisandre, il reste un personnage... équilibré et sain d'esprit, parce que toutes ces répliques finalement montrent l'idée d'un homme à être retenu. Alors il demande quand même à la tuer, mais Jon refuse et il exile plutôt Mélisandre. Je vois pas trop bien l'intérêt. Il me semble que Mélisandre est sur la liste d'Arya, donc peut-être que voilà, elle part vers le sud pour rencontrer Arya et se faire buter par elle. C'est possible, mais bon, j'aurais préféré que ce soit Davos qui s'en charge. En termes de symbole, ça aurait été plus fort quand même. Mais cela dit, peut-être qu'elle quitte la série pour ne jamais revenir. Ça, c'est possible aussi. Parce que là, telle qu'elle est partie, sans but et sans combat, je sais pas trop comment est-ce qu'il pourrait la faire rester très longtemps dans la série. Donc je pense qu'en fait, elle pourrait très bien être partie. Point. Elle a quitté la série. Fin de l'histoire. Ça se trouve, c'est peut-être l'actrice qui a demandé à quitter la série pour aller au cinéma et tout. J'ai pas regardé. Peut-être. Ou alors je me trompe. Et c'est possible, parce qu'il y a quand même des trucs à dire avec Mélisandre. Elle pourrait... parce que là, elle doute énormément de son dieu. Elle est en train de se remettre en question et tout, et peut-être que cette remise en question fera l'objet de son arc scénaristique pour la saison 7. Je sais pas trop comment physiquement ça pourrait se concrétiser, mais ça pourrait. On a une scène de pardon entre Jon et Sansa, je trouve Jon extrêmement rapide à pardonner à sa sœur. En même temps, c'est un peu le personnage de Jon, il est... Comme j'avais dit dans le dernier épisode, il est gouverné par sa passion, et ses sentiments. Donc, voilà, il pardonne à sa sœur parce que c'est sa sœur et que voilà, ça lui a permis de gagner et tout. Il se dit ouais, t'as eu raison. Et c'est vrai, elle a eu raison hein, d'appeler Littlefinger en renfort. Donc, finalement, il trouve... je trouve qu'il ne lui en veut pas assez, mais c'est raccord en fait avec son personnage. Les deux promettent de se faire confiance l'un l'autre, mais j'ai quelques doutes en ce qui concerne Sansa quand même, parce que bon, elle a été élevée par Littlefinger, et donc maintenant elle est devenue froide et calculatrice, et si elle a besoin de ne pas dire quelque chose à Jon pour que son plan se fasse, elle ne le dira pas. Jon, je le trouve un petit peu naïf, du coup, pour ce coup-là. Pour changer.
7e point, Sansa colle un râteau à Littlefinger. Et oui, parce qu'il y a quand même eu la scène que j'avais prévue dans la dernière partie, où on voit Littlefinger qui va voir Sansa et qui lui dit je veux t'épouser, viens avec moi et tout, et bon, elle lui dit non, et elle l'envoie bouler. C'était assez facile d'ailleurs, j'aurais cru que Littlefinger soit un petit peu plus confiant et sûr de lui en arrivant et en disant « Hey, je t'ai aidé, tu me dois une dette, et la dette que tu me dois, c'est ça ». Et là, elle aurait eu beaucoup plus de difficultés à lui dire non, mais non. Et il est allé sur une tactique un peu plus mélodramatique, sentimentale, en essayant de se confier à elle honnêtement oui, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et au final, ça ne lui a pas réussi, parce que Sansa l'a envoyé chier proprement. On a quand même la confirmation que ce que Littlefinger convoite, c'est le trône de fer. Il veut ce trône, et il veut l'avoir avec Sansa, et il a dit cette phrase qui, dans la bouche de n'importe qui, sonnerait romantique, mais dans la bouche de Littlefinger sonne comme quelque chose d'extrêmement inquiétant, et qui a dit « Toutes les actions que je mène dans ma vie, c'est pour parvenir à ce but, être assis sur le trône de fer avec toi à mes côtés. » Bon, on va le voir quand je vais parler du prochain point, mais c'est plus inquiétant qu'autre chose. Prochain point du coup, 8e point, le couronnement de Jon, qui devient donc seigneur du Nord, et qui a la confiance de toutes les familles qui avaient un jour prêté allégeance aux Stark. Il a réussi à réunifier les familles du Nord entre elles. Bon, c'est surtout grâce à... comment elle s'appelle, elle ? Lady Mormont, qui encore une fois a fait un speech de badass. C'est mon nouveau perso, de tous les nouveaux persos qu'on a eu là dans cette saison, c'est elle mon préféré. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc il l'accepte comme roi du Nord malgré le fait que ce soit un bâtard, que ce soit un Snow et pas un Stark. C'est là qu'on voit d'ailleurs une légère différence entre le Nord et le Sud, parce que le Nord préfère donner la couronne à un homme même s'il n'a pas le nom de famille qu'il faut, alors que Port-Réal n'a pas hésité à couronner Cersei alors qu'il y avait encore un héritier mâle vivant. Bon, soit. Le seul qui est pas content pendant ce couronnement, c'est Littlefinger, et c'est un petit peu inquiétant parce que on voit qu'il rumine un petit peu de pas avoir eu Sansa et tout, et on sait qu'il sait, enfin je suppose en tout cas, non on sait pas, mais on suppose qu'il est au courant des véritables origines de Jon Snow, qui sont ensuite révélées un peu plus tard dans l'épisode, donc on y viendra, mais tout le Nord fait confiance à Jon Snow parce que c'est quand même le fils d'Eddard Stark. Et Littlefinger, je soupçonne fortement qu'il soit au courant que ce n'est pas le cas. Et s'il venait à le révéler, alors Jon Snow perdrait quand même tout le contrôle qu'il a sur toutes les familles du Nord. Et ça, c'est moyennement cool quand même. Donc il faut bien comprendre que dans cette pièce-là, Jon Snow n'a pas que des alliés. Littlefinger n'est pas un allié. Son objectif à Littlefinger, c'est pas d'aider Jon Snow. Il l'a dit, son objectif c'est d'avoir le trône de fer et Sansa à ses côtés. Il n'a pas précisé que d'ailleurs Sansa devait être vivante à ses côtés, mais... je pense qu'il aurait quelques scrupules quand même. Mais par contre, il n'hésiterait pas une seule seconde à l'emprisonner pour l'avoir avec lui à ses côtés sur le trône de fer jusqu'à sa mort à lui. Donc, ouais. À mon avis, ça veut dire que bon, Littlefinger va trahir les Stark, ou bien Sansa va tuer Littlefinger par précaution. Pour pas qu'il... Parce qu'elle le sait quand même, il lui a dit qu'il serait prêt à faire n'importe quoi pour avoir le trône de fer et tout. Elle est bien au courant que ça ne l'arrange pas que Jon soit gouverneur du Nord, donc... roi du Nord, même pas gouverneur, roi du Nord. Donc, voilà, elle va peut-être décider de tuer Littlefinger, ce qui serait la mort la plus ironique qui soit pour Littlefinger, parce qu'il serait tué par le sosie de la femme qu'il aime, et également par le personnage qu'il a formé à être impitoyable et calculateur. Donc, je pense que aucun personnage sur toute la carte de Westeros ne mérite plus de tuer Littlefinger que Sansa. Et je pense qu'on peut s'attendre
à la mort de Littlefinger dans la prochaine saison. Ah, je me mouille. Littlefinger et probablement Cersei mourront dans la saison 7. Peut-être avoir l'air con. Et du coup, on a encore un autre parallèle entre le Nord et le Sud, parce que les scènes de couronnement sont quand même affreusement similaires. Déjà, on a le couronnement d'une nouvelle reine du Sud et le gouvernement... Enfin, d'une nouvelle reine du Sud, d'une nouvelle reine tout court, parce qu'elle est reine des 7 couronnes, et le couronnement d'un nouveau roi du Nord, avec opposition, du coup, le feu grégeois et la glace de Jon Snow. Et puis, on a quand même, à chaque fois, dans la pièce, un personnage qui n'est pas content de la situation. Littlefinger pour Jon Snow et Jaime pour Cersei. On passe à Dorne, et je vais essayer de pas être plus long que le passage équivalent de Dorne dans la série, puisque on a droit à 1 minute 30 à Dorne, pour suivre un petit peu l'intrigue de Varys, qui est allé, en gros, récupérer des soutiens à Dorne. On voit qu'il a réussi à convaincre les Espics des Sables, et également Lady Olenna, donc puisqu'on voit Varys à la fin sur les bateaux de Daenerys et tout, ça veut dire qu'il a réussi à ramener ces personnes-là en tant qu'alliés. Donc on a maintenant, grâce à Varys, toutes les armées que Daenerys a réussi à accumuler depuis la saison 2, l'armée dornienne et probablement l'armée de Haut-Jardin. Parce qu'il y a Lady Olenna qui est la dernière représentante vivante de la royauté de Haut-Jardin, donc il est fort probable qu'elle soit également chef des armées de Haut-Jardin et qu'elle ait prêté ses troupes à Daenerys. Du coup on a un peu, c'est vraiment l'alliance des femmes fortes, on y viendra tout à l'heure. Donc voilà, on aurait pu filmer Varys qui revient avec les Aspics des Sables et Lady Olenna à Port-Réal, ça aurait permis de ne pas filmer en gardant les décors de Dorne, parce que bon, ils ont dû louer les décors pour 1 minute 30 d'épisode. Ce qui est ridicule. Point numéro 10, on passe à Daenerys qui dégage Daario et fait de Tyrion sa main. Alors on va faire les deux différemment. Déjà, Daenerys dégage Daario. Bon, elle fait de lui sa main à Myrrine pour être sûr que Myrrine ne retombe pas aux mains des esclavagistes. Et puis comme ça permet de dégager l'acteur qui fait Daario, pour comme ça, on n'a pas à le payer pour la saison 7, j'imagine. Je serais très étonné qu'on revienne à Myrrine et qu'on suive les aventures de Daario qui essaye de garder le calme à Myrrine. À mon avis, Myrrine, c'est acté, c'est fini, on retournera plus à Essos du tout, en fait. Parce que à Essos, il y a quoi? Il y a Braavos, il y a Myrrine, et c'est tout. Bon, Arya est plus à Braavos, plus personne n'a besoin d'énormément d'argent. Je vois pas trop l'intérêt qu'ils aient à retourner à Braavos. Pareil pour Myrrine, Daenerys est partie et c'est un voyage sans retour. Donc ouais, à mon avis, je pense qu'on en a définitivement fini avec Essos et que maintenant tout va se passer à Westeros. Daario était cool, mais je pense pas qu'il me manquera des masses. C'était pas lui qui avait les dilemmes moraux les plus intéressants dans l'équipe de Daenerys. Bah, tous les autres avaient des meilleurs dilemmes moraux que lui, pardon. Donc ça va. C'est pas une grosse perte. Et elle fait donc également de Tyrion sa main. On apprend donc à ce moment-là que c'est Tyrion qui a demandé à Daenerys de se séparer de Daario. Il y a une légère tension amoureuse à sens unique d'ailleurs dans cette scène, parce que je pense que avec les dialogues et tout qui sortent, on a vraiment l'impression que Tyrion est fou amoureux de Daenerys. Pourquoi pas, ils pourraient finir ensemble. Je vois pas vraiment d'autres couples qui pourraient être formés pour l'instant entre Daenerys et quelqu'un d'autre. Jon peut-être? Ce serait un peu incestueux. Non, Daenerys Tyrion, je ship déjà beaucoup plus. Et point 11, elle fait voile vers Westeros et c'est la dernière scène de l'épisode, donc la dernière scène de la saison,
comme je l'avais prédit à la fin de l'épisode précédent. Daenerys arrive vers Westeros, elle a ses 3 dragons, elle a beaucoup d'armées, mine de rien, parce qu'il y a 2 armées qui sont arrivées comme ça, instantanément, c'est un petit peu trop vite d'ailleurs, qui sont donc l'armée dornienne et probablement l'armée ojardinienne, qu'elle n'a pas encore avec elle, mais qu'elle aura une fois qu'elle sera à Westeros. Elle termine la saison en position de force, ce qui fait qu'elle devrait normalement s'en prendre plein la gueule. Elle devrait commencer la saison 7 en position de force et terminer la saison 7 en position assez... À mon avis, elle va subir des pertes lourdes et... Forcément, tu peux pas rester un perso dominant comme ça aussi longtemps. Donc soit elle va subir des pertes lourdes, soit elle va devenir une antagoniste, comme je l'avais prédit dans... comme je l'espère, j'espère le prévoir dans les épisodes précédents. Varys, maître de la téléportation, ça on va pas en parler, mais voilà, ça aurait peut-être mérité que l'épisode s'attarde un peu plus sur ce truc-là. On aurait pu, je sais pas, étirer un peu l'intrigue de Varys, au moins pour la forme, quoi. Et pour ça, il aurait fallu mettre des morceaux de cet épisode dans les épisodes précédents pour dégager de la place et laisser le temps au moins à Varys de faire ses voyages, quoi, parce que là, on dirait que c'est un mec qui se téléporte. Au début de l'épisode 9, il dit « je vais chercher du renfort ». Au milieu de l'épisode 10, il trouve le renfort. À la fin de l'épisode 10, le renfort est déjà là. Tu vois, Sansa aussi, elle a demandé des renforts à Littlefinger. Mais... un épisode à l'avance, quoi. Enfin, il me semble même qu'il y a eu un épisode de blanc entre les deux. Voilà, c'est pas automatique. Là, ça aurait peut-être gagné un petit peu à faire souffler les persos. Surtout que c'est pas comme si on avait été submergé de scènes à Dorne. On aurait pu rallonger un petit peu la sauce. Montrer l'arrivée de Lady Olenna là-bas, par exemple. Parce que là, on sait pas vraiment... Enfin, si, on sait ce qu'elle fout là-bas. Elle a été invitée par les Dorniens, mais... ouais. Et enfin, point numéro 12, que j'ai appelé L plus R égale J. Pour les raisons évidentes. On va parler donc de Bran et de la révélation que Jon n'est pas le fils de Ned Stark comme on le croyait depuis le début de la série, mais est en fait le fils de Lyanna Stark, donc la sœur de Ned, et quelqu'un d'autre que on suppose être Rhaegar Targaryen, ce qui ferait de Jon Snow un mi-Targaryen, mi-Stark. Ce serait lui du coup la Song of Ice and Fire, la chanson de feu et de glace. Il aurait été, voilà, il est à moitié Targaryen, moitié Stark, donc moitié feu, moitié glace. C'est une théorie qui circulait depuis pas mal de temps maintenant sur internet, que j'avais trouvé et que j'avais accepté comme étant extrêmement probable, voire évidente. Et là, la série confirme quasiment, le nom de Rhaegar n'est pas prononcé, mais il manque plus que cette donnée-là, quoi. Et donc maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est à quoi ça sert cette information? Qui est au courant? Ben, Ned, mais il est mort. Lyanna, mais elle est morte. Jon n'est pas au courant parce qu'il était trop petit pour s'en souvenir. Les seuls qui pourraient être au courant, c'est Littlefinger. Je sais pas trop comment d'ailleurs, mais il pourrait être au courant. Et puis donc Bran. Tout ce petit monde va se retrouver à Winterfell. Littlefinger il y est déjà, et Bran c'est clair que c'est la destination qu'il va prendre, parce que bah, c'est la seule destination. La dernière fois qu'il est allé à Winterfell, c'était pris par Ramsay, donc il va peut-être hésiter un peu, mais je vois pas vraiment trop quel lieu autre que Winterfell, vers quel autre lieu il pourrait se rendre, surtout que dans le jardin de Winterfell, il y a un arbre comme celui contre lequel il faut qu'il s'assoie là pour avoir des visions, donc, et au sud du mur, je ne crois pas qu'il y ait un autre arbre de ce style, donc ouais, on est obligé
de voir Bran arriver à Winterfell. Là, il pourra apprendre à Jon qu'il n'est pas vraiment le fils de Ned Stark, mais il faut pas que cette information aille trop loin, parce que sinon, enfin, soit entendue par trop de personnes, parce que justement, c'est sur cette condition-là que Jon a réussi à réunir le Nord et à faire que toutes les familles l'ont couronné roi du Nord. Donc si jamais Bran ou Littlefinger donnaient l'information à une mauvaise personne, ou peut-être même que Littlefinger est pas au courant et qu'il va l'apprendre de Bran, ou qu'il va le déduire du comportement de Bran une fois qu'il l'aura dit à Jon, ou du comportement de Jon une fois que Bran lui aura dit. Parce que bon, Littlefinger c'est quand même pas un arriéré mental. Et ça pourrait donc être la base du plan de vengeance de Littlefinger, et également la raison qui pousserait Sansa à tuer Littlefinger. Et voilà, j'ai fini avec les points, je pourrais peut-être en rajouter un vite fait. Il n'y a pas eu les marcheurs blancs de tout l'épisode, ça fait même extrêmement longtemps qu'on les a pas vus, ces marcheurs blancs. Les dernières fois qu'on les a vus, c'était dans l'épisode 5, en fait. Et depuis, rien de neuf. Ah, il y a Benjen aussi, j'ai oublié de parler de Benjen. On va en parler vite fait. Il peut pas passer au-delà du mur parce qu'il est mort et que le mur est magique et empêche les morts de passer. Ce qui fait que les marcheurs blancs auront du mal à passer puisque ce sont des morts. Alors il y a deux possibilités du coup pour qu'ils passent le mur. Soit ils font s'effondrer le mur, soit Bran a une prémonition, enfin un rêve, et dans ce rêve il voit les marcheurs blancs, et les marcheurs blancs le marquent, et du fait qu'il est marqué par les marcheurs blancs, du coup ils peuvent se téléporter jusqu'à lui, parce que c'est ce qui est arrivé dans l'épisode 5. Donc peut-être que ce sera ça. Bran sera la raison pour laquelle les marcheurs blancs arriveront au sud du mur. C'est possible. Et voici donc que ce retour se termine. On va passer aux prédictions pour la saison prochaine. Alors j'ai pas noté de prédictions pour la saison prochaine, donc je vais essayer de vous faire ça comme ça en impro. Il y a des personnages qu'on n'a pas vus dans l'épisode. Brienne, on sait pas trop où est-ce qu'elle est depuis. Elle va forcément essayer de rejoindre Sansa, mais il va peut-être lui arriver des galères en chemin. La fraternité sans bannière devrait prendre une importance plus importante. Waouh, une importance plus importante. Quand je fais de l'impro, je suis vraiment génial. Hein. Mais sinon, ça avait pas vraiment d'intérêt du coup de la faire revenir là dans la saison. On aura donc les marcheurs blancs qui trouveront un moyen de passer au sud du mur. L'hiver est là. Je pense qu'ils trouveront un moyen de passer avant la fin de la saison 7. Et du coup là, ce sera la merde. On aura une phase conquérante de Daenerys où elle arrivera à Westeros et où elle foutra la merde et où elle sera vraiment en position de force. Et il devrait se passer un truc et je sais pas quoi qui la remettrait en position, soit en position de faiblesse, soit en position de méchante. On devrait avoir le retour de... merde, comment il s'appelle lui ? Qui a la grise écaille là, qui est parti chercher un remède, qui est amoureux de Daenerys aussi. Ah, ça me revient pas. Bon, enfin, vous voyez de qui je parle. On pourrait... on va avoir une confrontation, ça c'est sûr, entre Daenerys et sa flotte et Euron et sa flotte. Peut-être une bataille navale, ce qui mettrait d'ailleurs Euron en position de force, parce que c'est lui l'homme des mers. Ce serait intéressant. Ça, je serais très intéressé de voir ça. Dans la famille, retour de personnages de saison précédente que ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu mais qui pourraient prendre une importance capitale. Gendry, Baratheon. Je crois que c'est Gendry, hein, c'est ça ? Le Baratheon que Davos a sauvé là, il pourrait faire un retour dans la saison 7 parce que c'est le dernier membre vivant de la famille Baratheon. Peut-être que pendant toutes les saisons où on ne l'a pas vu, il a pris le temps de devenir un guerrier potable et que maintenant il a envie de conquérir Port-Réal pour reprendre le trône qui lui revient de droit depuis la mort de Robert. On va avoir Cersei qui va galérer à maintenir l'ordre dans sa propre cité, avec des soulèvements populaires, enfin j'espère. Jaime qui va tuer sa sœur. Sansa qui va tuer Littlefinger qui essaiera de se venger. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Arya qui va continuer de tuer un peu tout le monde. Je sais pas si elle reviendra à Winterfell. Je sais pas bien.
la plupart des personnes qu'elle a envie de tuer, c'est plutôt des ports réaliens. Le seul détail qui fait qui empêche qu'il y ait encore plus d'idées avec le personnage d'Arya, c'est qu'elle est obligée de mettre des masques de gens qui sont morts. Et donc... Oh, mais si, attends! Elle pourra tuer des gens et ensuite porter leur masque en se faisant passer pour eux. Oh, ça va être génial! Parce que je disais, le seul problème... Enfin, le détail un petit peu dommage avec les masques d'Arya, c'est qu'elle peut pas mettre le masque de quelqu'un qui est vivant. Du coup, elle peut pas se faire passer pour quelqu'un d'encore vivant, pour quelqu'un de l'entourage de sa cible, pour l'approcher et la tuer. Mais en fait, si! Elle peut le faire si elle tue cette personne de l'entourage de sa famille avant. Oh là là, ça va être trop bien! Après, Jon, je sais pas trop ce qu'il va faire dans la saison 7, parce que... Bon, il faut qu'il ramène... Enfin, il prévienne tout le monde que... Il faut que le continent s'unisse pour faire face aux marcheurs blancs, mais ça tombe mal parce que c'est là que Daenerys va arriver, il va y avoir quand même pas mal de batailles d'intérêt personnel dans Westeros, donc je sais pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va essayer de faire une percée vers le nord pour aller les buter? Je sais pas bien. Il faudrait aussi que Sam se magne de trouver la faiblesse des marcheurs blancs. Si ça se trouve, c'est le feu grégeois, et Cersei elle a tout utilisé, et du coup tout le monde est dans la merde. Parce que le feu grégeois, c'est un feu qui s'intensifie quand on le mouille. Et les marcheurs blancs, c'est des hommes gelés, donc c'est de la glace, donc c'est de l'eau. Donc si tu fous du feu grégeois sur un marcheur blanc, à mon avis, ça fait des étincelles. Hein. Bon, après, ils ont le ver dragon aussi comme faiblesse, et l'acier valyrien. Et d'ailleurs, Sam, une fois qu'il aura découvert que l'acier valyrien... Ben, il le sait, déjà. Non? Non, lui, il sait que le ver dragon est une arme forte contre les marcheurs blancs. Une fois qu'il aura découvert que l'acier valyrien aussi, il se dira mais c'est trop cool, j'ai une épée en acier valyrien, Jon aussi, ça va être bien. Ça va être bien. Brienne aussi d'ailleurs a une épée en acier valyrien, donc il y a de fortes chances qu'elle se joigne à Jon Snow pour aller buter des marcheurs blancs. Oh! Ah non, mais je pense qu'il n'y a que des raisons de se réjouir. La saison 7, à mon avis, va envoyer du pâté. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, puisque dans quelques jours, même on peut dire dans quelques heures seulement, la saison 7 va livrer son premier épisode, et là, bah faudra qu'on en parle. Ce coup-ci, je serai là, j'essaierai d'être un peu plus à jour, voilà. En attendant, je vous dis salut à tous, à la fois prochaine, ciao!